au développement du journal. Le président de la République a présenté ce jeudi en Conseil des ministres le Premier ministre par intérim Jean-Michel Lapin. Jovenel Moïse, pour qui M. Lapin est un homme honnête, dit croire que le ministre démissionnaire de la Culture et de la Communication se montrera à la hauteur de sa tâche. Jovenel Moïse rappelle que l'intéressé aura à liquider les affaires courantes jusqu'à la ratification par le Parlement d'un nouveau Premier ministre. Le président Jovenel Moïse avec Gilles Théronet. Conseil des ministres, il va porter sous présentation au Premier ministre à intérim des sous-dossiers liés à la sécurité et à l'apaisement social. Ainsi, on est pour présenter le Premier ministre à l'intérim, M. Jean-Michel Lapin, qui remplaçait ancien Premier ministre Jean Lycéen, Jean nous connaît, il était renvoyé suite à une motion de censure dans la date 18 mars 2019 là, par l'Assemblée des députés. Monsieur le Premier ministre. Jean-Michel Lapin, c'est un citoyen honnête qui gravait tout échelon de l'administration de l'État avant que le directeur général du ministère Culture à communication. Ensuite, il est ministre Culture et communication, Jodia, le Premier ministre Paris. En sens dévouement, professionnalisme, tout ça fait que nous méritons largement confiance que nous plaçons dans lui. En tant que Premier ministre par intérim, ou doué comme article 165 Constitution, il dit expédier les affaires courantes de l'État jusqu'à la ratification de nouveaux Premier ministres par le Parlement. Ministre Lapin, je connais que je me confie en tâche lourde, en responsabilité difficile en plus. Pour ne pas dire une tâche extrêmement difficile. Parce que le contexte là est particulier. Attention en pile. Les besoins immédiats. C'est tout de suite. Dans ses propos de circonstance, le locataire provisoire de la primature s'engage à se mettre tout de suite au travail afin de s'attaquer aux problèmes cruciaux du pays tels la vie chère, l'insécurité et l'accès à l'éducation. Jean-Michel Lapin, toujours au micro de Gilles Théronet. Chaïla Lou, oui, problème éducation, c'est responsabilité de l'État. Problème santé, c'est responsabilité de l'État. Problème sécurité, c'est responsabilité de l'État. Problème la vie chère, c'est responsabilité de l'État. Ça m'a des implications. Tout, monsieur, dame, ministre qui l'a eu. Parce que dans chaque samedi, il y a un monde qui est concerné. Ça m'a des implications société civile là, tout. Excellence. Moment arrivé pour nous ouvrir table là, pour nous ouvrir porte là, by tout le monde qui est intéressé dans la gestion publique. Parce que je dis à c'est nous, dans 3 ans, c'est après l'autre. Dans le cadre de responsabilité que nous gagnons comme Premier ministre, nous allons mettre tout poids nous dans la balance là. Pour nous ramener sécurité dans le pays. Nous allons mettre tout poids dans la balance là, en collaboration avec tous les collègues ministres qui là, pour nous attaquer. Nous avons faire comme Premier ministre à la vie chère, pour nous orienter l'action gouvernement vers majoritaire qui a besoin de santé, besoin d'éducation.
Le sénateur Sorel Jacinthe affirme qu'il n'y a rien d'étonnant et d'illégal dans la nomination du ministre démissionnaire de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, comme premier ministre intérimaire. L'élu de la Grand'Anse affirme par ailleurs, une fois le notaire Jean-Henri Seyan a présenté au chef de l'État sa lettre de démission, les actions qu'il a intentées devant la justice pour contester la décision de la Chambre des députés de le censurer sont nulles et non avenues. Le sénateur Sorel Jacinthe s'explique. À côté de manque d'élégance, vous pensez que la loi, la constitution là, chaque chambre est capable d'interpeller le Premier ministre et ballon vote. Automatiquement, le Sénat, parce que nous avons parlé de séance en continuation, ou pas gagner séance en continuation, tout autant qu'on pas gagner. Ou au du jour voter avec 16 sénateurs qu'on séance normalement qui prend. Donc, là, 14 sénateurs, pas de séance. Donc, l'interpellation était là entre 8h et 10h. Chambre députée a fait interpellation lui-même exactement à 10h. Là, pas un quorum, c'est normal. Vous n'êtes pas d'accord sur l'élégance qui va gagner là-dedans, sur la forme, mais sur le plan légal, Chambre députée a réuni que le Premier ministre là, que le Premier ministre pas là, capable de battre le vote de non-confiance. Donc, vous pensez que ça a tout le monde comprend, ni une classe, ou qu'a dit, ou qu'a critiqué sur la forme, mais sur le fond, sur la légalité, c'est clair, c'est fini. Maintenant, avec tout conflit, ça, il faut nous comprendre, c'est une bataille entre le Premier ministre et la présidence. Donc, le Premier ministre, automatiquement, il finit le vote de non-confiance, il faut lui-même, il baille, on l'aide que l'idée démissionner. Donc, nous comprenons qu'on n'y a pas de confiance qui est établie encore. Le président de la République, les nommé au Premier ministre AI parmi les ministres qui sont dans le gouvernement démissionnaire. Là encore, c'est légal, pas aucun problème. Ça veut dire, actuellement là, le Premier ministre Jean-Henri Seyan n'a pas gagné pour loin encore avec l'administration de l'État. Automatiquement, il va présenter les démissions. Soit le président de la République commande pour liquider les affaires courantes, ou lui-même il va démission et puis nous mettons un ministre parmi ses pairs pour liquider les affaires courantes. Donc c'est rien d'étonnant, c'est rien d'illégal, c'est légal. Le député Abel Descollines accueille la démission du notaire Jean-Henri Seyan comme un ouf de soulagement dans la mesure où cette décision évite, selon lui au pays, un conflit politique stérile. Il s'agit d'une décision de sagesse, selon l'élu de Mirbalais. Écoutez les propos du député Abel Descollines. Déjà gagné trop de difficultés pour nous rentrer dans un conflit politique somme toute stérile dans la mesure où la constitution est d'application stricte, peu importe irrégularité, peu importe anomalie, donc il est clairement stipulé dans la constitution que chaque chambre a droit pour inviter, convoquer, interpeller. Et en l'espèce, il y a une branche législative qui prend décision pour interpeller le chef du gouvernement et à l'issue de CSA, il y a un vote de censure, 93 députés. Maintenant, suite à vote ça, il y a un ensemble de disputes, voire d'interprétations à tort et à travers, et c'est pourquoi nous parlons de crise de débat stérile. Maintenant, la nuit porte conseil et vu statut, personnalité et caractère, nous connaissons qui caractérisait, si j'ose m'exprimer ainsi, M. Jean-Henri Seyan, bien avant que le Premier ministre, pendant le Premier ministre. Donc, il était temps et c'est pourquoi nous disons ouvre justement pour éviter que les crises stériles continuent dans le pays. Donc, moi, prends acte et je crois que M. Seyan a pris la bonne décision.
Le président Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, s'est envolé cet après-midi pour la Floride où il doit participer à une rencontre avec le président américain Donald Trump et les dirigeants des Bahamas, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de Sainte-Lucie autour de la sécurité, de l'énergie, des investissements, de la gouvernance et de politique étrangère. Le président américain aura remercié ses dirigeants de leur soutien à la paix et à la démocratie, selon un communiqué publié en début de semaine par le bureau du secrétaire de presse de la Maison-Blanche. Les précisions du président Jovenel Moïse. Moi, je ne vais pas quitter le pays. Moi, pour aller aux États-Unis, plus précisément à Miami, je vais aller rencontrer le président américain et son ensemble de leaders dans le Caraïbe. Moi-même, serviteur, président dominicain, premier ministre jamaïcain, premier ministre Bahamas, avec premier ministre Sainte-Lucie. Nous allons discuter des affaires sécurité. Pour Haïti, nous allons discuter des affaires sécurité, énergie et investissement. Parce que j'en ai toujours dit, pas un pays sur la terre que nous pouvons parler de développement sans infrastructure. Et prérequis développement, c'est eux-mêmes qui sont nécessaires. C'est pour ça que nous prenons une grosse décision pour ces affaires d'investissement, avec énergie, avec sécurité. Nous allons parler parce que la sécurité est nécessaire pour ne pas dire indispensable. Pas un ministre qui est là. Bon, l'exemple, ministre tourisme, ministre santé publique qui est là, éducation nationale. Est-ce qu'on l'hôpital capable de travailler sans courant? Non. Ça veut dire nécessaire énergie. Profiter de la population que nous pas pour aller pour un peu de temps, nous avons donné pour nous donner l'explication parce que c'est lui-même qui est souverain. Nous avons bien pour nous donner l'explication sur ça, nous sommes parlé avec le président américain sur les affaires pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce jeudi un atelier de travail à l'hôtel Montana autour de la politique nationale d'éducation non formelle en vue de sa validation par le MNFP. Ce sont les besoins en scolarisation de plusieurs centaines de milliers de jeunes et adultes qui seront pris en compte à partir de l'adoption de la politique nationale d'éducation non formelle, s'est réjoui le directeur général du ministère de l'Éducation nationale qui a procédé à l'ouverture de l'atelier. Pour Méniol Jeunes, il s'agira de mettre en œuvre un sous-secteur de l'éducation non formelle qui sera chargé de statuer sur les faiblesses et lacunes au niveau de l'éducation formelle tout en prenant en considération les aspects relatifs à l'inclusion et à l'équité. Suivez. Les résultats issus de nombreuses rencontres traitant des limites de l'éducation non formelle ont établi la nécessité de prendre en compte les besoins de plusieurs centaines de milliers de jeunes et d'adultes non scolarisés dans une nouvelle politique nationale d'éducation non formelle. Il a fallu attendre 10 ans avant d'avoir en août 2018 à Montbuy un atelier reprenant les grands travaux avec des acteurs réunissant des représentants des 10 départements d'éducation, des institutions, des acteurs publics et non publics, ainsi que des partenaires financiers. Tous les acteurs présents lors de ces assises ont exprimé leur volonté d'accompagner le ministère pour la finalisation et l'élaboration de cette politique. Cet atelier ayant clairement confirmé l'importance pour Haïti de mettre en œuvre un sous-système d'éducation non formelle en vue de suppléer pour lacunes et faiblesses du formel, nous avons par décision ministérielle pris le taureau par les cornes en mettant en place un groupe éthique institutionnel
institutionnel appelé évidemment à finaliser la politique d'éducation non formelle en Haïti. Et le résultat aujourd'hui est là. Le ministère de l'Environnement a clôturé ce jeudi un atelier de formation sur l'utilisation du guide méthodologique pour les audits environnementaux et sociaux au niveau des entreprises commerciales haïtiennes. Il s'agit de doter le Bureau national d'évaluation environnementale d'outils lui permettant de mieux faire son travail, selon Karim Samoura, expert en évaluation environnementale à l'Université du Québec. Ces déclarations. Nous espérons qu'à la sortie de cette formation, nous aurons effectivement une masse critique d'experts haïtiens capables de faire des audits en tant qu'experts. Il y a des entreprises qui sont représentées dans la salle qui vont pouvoir savoir de quoi il s'agit et se préparer pour réaliser des audits, mais surtout des cadres du ministère de l'Environnement qui vont avoir les compétences nécessaires pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent demander un audit environnemental et social à une entreprise, comment ils vont accompagner cette entreprise et comment valider, s'assurer que effectivement toutes les mesures correctives exigées ont été appliquées. Mais pour peut-être mieux comprendre, il faut savoir que l'audit environnemental est un outil qui va permettre d'évaluer les activités d'une entreprise pour voir en temps réel quelles sont, dans quelle mesure cette entreprise se conforme aux lois et règlements en matière d'environnement, de protection de l'environnement et de la santé des personnes, mais aussi aux bonnes pratiques internationales en la matière. Les principaux participants, c'est d'abord les cadres du ministère de l'Environnement. Ensuite, il y a plusieurs ministères techniques qui sont représentés. Je pense ici au ministère des Travaux publics, au ministère des Mines, au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Il y a aussi des entreprises qui sont représentées et il y a des gens qui sont venus de Caracol effectivement pour participer à cette formation. Et vous avez des gens de VDH qui sont là et qui ont des installations qui devraient faire l'objet de l'audit environnemental. Et vous avez des universitaires qui sont représentés parce qu'ils doivent s'approprier pour pouvoir enseigner cela dans les universités haïtiennes. Vous avez des bureaux d'études qui sont là et vous avez enfin des associations écologiques effectivement qui sont là dans la salle, qui ont un rôle fondamental aussi à jouer dans ces processus-là. La Faculté des sciences FDS, en collaboration avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA, a organisé ce jeudi un atelier de restitution du programme de master en génie hydraulique et assainissement. Ce programme, ouvert au cadre de la DINEPA et aux jeunes étudiants diplômés en génie civil, s'étendra sur une période de 2 ans. Il vise à renforcer le secteur de l'eau potable et de l'assainissement dans le pays. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desom, et le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard, se réjouissent de la mise en place de ce programme qui permettra de doter le pays de ressources humaines capables de concevoir des projets d'infrastructures hydrauliques et sanitaires. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.